Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être avec nous sur Radio Apologie Cambout. Comme nous avons initié depuis 2 dimanches, nous avons une émission spéciale afin de développer l'information alternative dans le cadre d'une démocratie directe, c'est-à-dire dans un espace où chacun peut exprimer ses questions, ses arguments pour qu'on arrive à construire des consensus dans le respect mutuel. Chaque fois que nous nous réunissons ici, nous invitons ceux qui le veulent à venir dans le studio pour participer, poser des questions. Alors, bien entendu, il faut s'annoncer avant pour des dispositions logistiques. Et puis, vous pouvez poser des questions sur la ligne téléphonique fixe 596 96 30 65. Alors, pour le moment, en attendant que nous ayons la bande FM, nous notons les questions et nous les faisons partager au public à travers notre équipe qui est sur place pour le moment. Mais plus tard, nous pourrons faire évidemment les interventions en direct. Alors, c'est une émission que nous voulons co-construire avec tous les Martiniquais. Si nous parlons de démocratie directe, nous proposons un format, mais il faut que nous l'améliorions ensemble. D'ailleurs, ça a commencé à se concrétiser puisque lors de la dernière émission, nous avions commencé par un tour de table où chacun disait un peu ce qu'il voulait. Et il y a un camarade, un militant qui nous a dit non, mais il y aura trop de sujets qui seront abordés en même temps. Donc, le mieux, c'est de faire une intervention de départ pour que les gens voient bien dans quel cadre nous discutons, quitte à faire plusieurs émissions successives avec les propositions qui nous sont faites. Et comme nous l'avons dit, aujourd'hui, nous voulons aborder un thème particulièrement important. Comment reprendre la main sur notre économie? Comment défendre notre pays et ses intérêts vitaux dans la conjoncture actuelle? Alors, nous avons avec nous une candidate qui va poser des questions et faire des commentaires en cours d'émission. Mais pour introduire le débat, je voudrais attirer notre attention sur l'urgence de la situation, la gravité des menaces qui pèsent sur nous. Alors, vous entendez tous les médias qui nous parlent de l'avancée de la guerre, les menaces du dictateur Donald Trump sur tous les pays du monde, les mesures qui sont prises pour déstabiliser l'économie mondiale. Chaque pays à son tour dit, bon, je mets des frais de douane. Récemment, c'est l'Équateur qui dit, bon, je mets 30% sur tous les produits qui viennent de la Colombie parce que j'estime que le gouvernement colombien ne travaille pas assez contre la drogue. On est dans une barbarie totale du point de vue du commerce mondial. Alors, ceci, évidemment, va entraîner des crises économiques à répétition, ne serait-ce par le fait que la question monétaire qui régularisait l'économie mondiale, du fait que le dollar avait été imposé à tous les pays du monde pour toutes les transactions, eh bien, cette question de la monnaie-là connaît un dérèglement puisque les principales puissances économiques comme la Chine, l'Inde, enfin les pays qui font partie de ce qu'on appelle les BRICS, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud, se sont décrochés du dollar, se débarrassent de leurs billets et que l'essentiel du commerce mondial aujourd'hui se fait hors dollar. Or, nous sommes dans un système où tous les pays capitalistes, tous les pays colonisés par des pays capitalistes fonctionnent sur la monnaie occidentale. Évidemment, c'est une sauvagerie dans les relations, mais une désorganisation dans le commerce. Et puis, il y a des pénuries de plus en plus grandes
qui se font sur l'arrivée des produits importés. Vous voyez que même les pays qui se disent les plus développés, à cause de la guerre en Ukraine, par exemple, disent nous n'avons plus de gaz, nous n'avons plus de pétrole à cause des sanctions de la Russie. Et puis ils sont dans le froid. Ils ne peuvent pas régler leurs problèmes. Donc, nous sommes vraiment face à de terribles menaces auxquelles il faut ajouter les conséquences du changement climatique avec les sécheresses, les inondations à répétition, la montée des eaux autour des côtes. Nous sommes une île entourée de rivages de secteurs où la population est massivement implantée. Donc, nous avons tout ça, les crises. Nous avons le fascisme, la répression. Aujourd'hui, nous avons un fou à la tête des États-Unis qui dit « J'envoie des gens massacrer tous ceux qui ne sont pas blancs et chrétiens, les latinos, les américains, à tel point que des meurtres sont commis, des gens tout à fait en règle sont pris et envoyés dans des pays où ils n'ont aucune attache. » On est vraiment dans un pays de barbarie où le fascisme va détruire tout ce que l'être humain, l'humanité avait construit pour réguler ces méthodes de vie. Donc ça, c'est l'urgence. Alors, on peut continuer à fermer les yeux, comme on dit en français, à faire la politique de l'autruche, et puis on verra après. Nous considérons que c'est grave, c'est irresponsable, parce que nous avons des enfants qui viennent, nous avons des petits-enfants qui viennent, nous avons des peuples qui sont en train de disparaître. Alors, oui, c'est vrai. Il n'est pas question que nous disions arrêtez de vivre, ne vous amusez pas, ne faites pas la fête, ne faites pas le carnaval. C'est irresponsable parce que l'humanité a besoin de mouvements de repos, de festivités pour ne pas disjoncter. Et quand il y a des gens qui se jettent dans les festivités, il y a certainement des abus, mais il y a une nécessité pour les gens normaux qui risquent de disjoncter s'ils n'ont pas des espaces. Et nous ne sommes pas pour s'agenouiller, dire oui, faites que les choses aillent mieux. Nous sommes pour lutter pour changer les choses, pour vivre bien. Vivre bien, ça inclut la fête, le rire, les manifestations de joie. Nous ne sommes pas des gens austères. Les révolutionnaires, les gens qui se battent pour la libération, leur objectif, c'est que les gens puissent vivre, s'amuser, s'instruire, c'est ça. Alors, il y a des choses qui nous barrent le passage, il faut lutter contre ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'empêcher de vivre. Nous voulons dire cela parce que chaque fois que nous évoquons les difficultés, les menaces qui pèsent sur nous, on pourrait croire que c'est pour effrayer les gens, pour paniquer. Alors, il y a des gens qui font ça. Les gens qui ont des sectes, ils insistent beaucoup sur ça et vous disent, venez, l'homme ne fera rien pour vous. Ça ne sert à rien de lutter. Venez, à genoux, et puis demandez, demain vous vivrez dans un monde paradisiaque, meilleur en acceptant de souffrir aujourd'hui. Ceux qui sont à la tête des sectes et même des religions officielles ont choisi cela pour que les peuples ne résistent pas, pour que les peuples ne voient pas qu'ils ont le moyen de vivre mieux sur terre, en s'engageant, en s'organisant autrement. Donc ils utilisent ces voies religieuses-là, ces voies sectaires-là, pour empêcher que vous ne luttiez. Et vous vous endoctrinez. Au passage, ils vont dire, ceux qui veulent vous organiser, ils ne pourront jamais arriver, parce que l'homme ne peut rien, l'homme est méchant, etc. Donc, ça, c'est pas la solution. Et nous avons vu dans l'histoire que beaucoup de confréries religieuses de sectes sont au service du système dominant et font en sorte que les peuples ne luttent pas. Donc, pour nous, il n'est pas question de dire il faut pas lutter, c'est dommage. Non. Il faut nous dire comment nous organiser pour que les êtres humains, l'humanité qui a su surmonter tant de difficultés, puisse effectivement améliorer sa vie dans le présent. Alors, c'est cela qui va nous amener à parler de
la question dont nous parlons, comment reprendre la main, hein, comment faire en sorte que l'économie soit au service de la majorité de notre pays et que nous vivions mieux. C'est ça. Alors évidemment, pour cela, il faut que nous soyons très lucides, que nous voyons qu'est-ce qui nous empêche de mieux vivre, qui est responsable de nos tourments et comment est-ce possible de nous organiser pour changer les choses. C'est construire des alternatives, construire des contre-pouvoirs, hein, pour pouvoir avancer. Si les esclavagisés qui étaient soumis aux castes européennes, aux castes béquées, ne s'étaient pas dressés, eh bien, l'esclavage n'aurait pas été aboli. Donc, il faut comprendre que nous avons les moyens de vivre mieux, à condition de bien comprendre qui c'est nos ennemis et quels sont les moyens de transformer. Alors, dans cela, nous allons parler des blocages que nous avons et des atouts dont nous disposons. Et à partir de ça, dans une deuxième partie, nous allons voir quelles dispositions concrètes devons-nous prendre pour atteindre les objectifs du mieux vivre et du changement du système qui nous écrase. Alors, Marie-Christine est avec nous et ce sera notre chronique qui va nous dire d'abord, selon elle, quels sont les obstacles qui nous empêchent d'avancer, qu'est-ce qui fait qu'on est bloqué et qu'est-ce qui nous permet d'espérer. Bon, donc tu as la parole pour nous dire ton point de vue sur ça. Oui, bonjour tout le monde. Donc, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? C'est déjà le fait que le peuple vit dans une peur que si on ne nous envoie pas de quoi vivre, si on ne nous donne pas de l'argent pour vivre. On voit à l'heure actuelle que la monnaie que nous avons, en l'occurrence c'est l'euro, c'est un argent qui n'a pas de valeur réelle puisque on a un peu d'argent, on n'arrive même pas à manger, à vivre convenablement. Donc ça c'est important, il y a beaucoup de gens qui sont sous le seuil en dessous du seuil de pauvreté, qui n'ont pas beaucoup d'argent pour vivre, mais dès qu'ils vont faire des courses, et ben voilà, ils n'ont pas grand-chose pour vivre pendant tout le mois. Donc la première des choses à faire, c'est de voir comment on va se nourrir. Parce qu'avec tout ce qui se passe de par la terre, de par le globe, il y a des guerres partout, les bateaux vont pas forcément arriver ici, avec le riz, les pâtes dans lesquelles on nous a donné des facilités à faire à manger, ou même tous les fast-foods ne vont pas recevoir les matières premières pour pouvoir porter de la nourriture aux populations. Donc la chose que je vois, c'est surtout la base de tout, c'est de s'alimenter. Les sacs vides ne tiennent pas debout. S'il faut aller au combat, il faut pouvoir tenir debout. Donc, la chose réelle, c'est de défendre nos terres, pouvoir planter. Et on n'est pas obligé d'avoir un grand terrain. On peut planter sur un balcon, on peut planter dans une cour, on peut planter comme on faisait avant, dans des boîtes de conserve vides. Donc, on peut s'en sortir. Et à partir de là, on peut faire des échanges en attendant de pouvoir trouver des solutions économiques pour relever notre pays et avancer. Alors, c'est une première réaction. Nous allons demander à notre camarade plus tard d'intervenir, mais sur la question des atouts, alors là voilà, Thierry est arrivé. Thierry, je te repose la question que j'avais posée à Marie-Christine. D'après toi, quels sont les blocages qui font que nous ne pouvons pas vivre correctement dans notre pays et de quels atouts disposons-nous pour pouvoir changer les choses? Oui, enfin, je pense que le premier problème, c'est lié d'abord au système, au système qui nous soumet, donc c'est le système colonial, donc c'est le premier système, le premier élément de violence dans le pays qui nous empêche de progresser, de nous améliorer, de
vivre bien. C'est vraiment le premier élément qui entrave notre vie et la possibilité d'être heureux dans notre pays. Puisque de toute façon, le colonialisme, il n'est pas, c'est pas un système qui est empathique, qui apporte le bonheur pour l'humanité. C'est l'exploitation, c'est le pillage des ressources et l'exploitation des populations. Donc c'est le premier, je pense que c'est le premier problème que nous devons résoudre pour aller vers un bonheur possible. Deuxième élément, vous avez, il y a donc le résultat de ce système, de la colonisation, qui nous met dans des difficultés importantes. C'est-à-dire que nous avons donc la violence, nous n'avons pas la possibilité économique, et puisque nous avons un système de discrimination qui privilégie donc les ressortissants français et précisément les personnes à Poudlard, c'est un système raciste qui est là, donc il y a des privilégiés dans notre pays, et puis nous qui sommes autochtones, nous qui normalement auraient dû nous trouver priorisés par rapport à toute personne étrangère, eh ben, nous sommes, c'est le contraire, nous sommes exclus du système économique, de tout en fait. Mais ce que nous avons comme atout, parce que tu as demandé est-ce que nous avons des atouts, c'est nous avons des capacités. Nous avons beaucoup de capacités. Nous avons beaucoup de talents. Nous avons des gens qui excellent. Et justement, de plus en plus, c'est difficile au système de nous diminuer comme il avait diminué nos parents hier, parce que nous progressions dans la connaissance et justement, nous arrivons à dépasser la propagande, l'idéologie du système qui nous dit, bon, nous sommes incapables. Il nous le dit, bien sûr, de manière explicite, mais aussi de manière implicite. Lorsqu'on nous montre que les modèles qui réussissent, ce sont pas nous, c'est pas nous, c'est pas notre image, tout ça. Donc, on se retrouve à intégrer que nous sommes des incapables et pathologiques, mais là, de plus en plus, cette idéologie-là est mise à mal, parce que effectivement, nous voyons que nous avons des capacités, que nous pouvons faire des choses, et nous réalisons des choses. Et dans le pays, il y a un formidable développement d'expériences positives, que ce soit au niveau culturel, économique. On s'approprie notre identité. Le créole n'est plus éloigné de moins en moins, et nous avançons dans notre affirmation de nous-mêmes. Et donc, ce qui nous manque, c'est de chasser le colonialisme pour permettre le développement humain des Martiniquais et bien sûr de tous ceux qui veulent vivre à nos côtés, puisque nous sommes des humanistes. Donc, ceux qui nous respectent, ceux qui respectent notre terre martiniquaise, c'est sûr qu'on va pouvoir les accueillir et vivre ensemble et justement contribuer au bien-être de l'humanité. Merci beaucoup Thierry. Alors, je vais faire une petite synthèse sur ces deux points, les obstacles et les atouts, mais je vois que tu as posé
la question du cadre colonial et des intérêts que des classes particulières ont dans ce pays qui empêchent notre émancipation. Alors là, je pense qu'il faudrait voir que les obstacles que nous avons face à nous sont de 3 ordres. Premièrement, l'organisation même du tissu économique. Nous voyons que le système colonial et capitaliste a pris des dispositions pour que l'économie reste entre ses mains, que les profits restent entre ses mains, et que les peuples ne peuvent pas se développer, se libérer, avoir une indépendance de vie qui permettrait qu'ils se rebellent. Alors, qu'on soit indépendantiste ou pas, et ça, c'est là que j'insisterai beaucoup pour que tous nos compatriotes martiniquais et martiniquaises mettent de côté les questions d'endoctrinement écologique pour voir la réalité. Vous êtes un petit entrepreneur, vous êtes un petit agriculteur, vous vous tuez au travail, vous n'arrivez pas à vivre et à nourrir votre famille. Pourquoi? C'est pas parce que vous êtes incapable, c'est parce qu'il y a des obstacles qui sont dressés volontairement par le gouvernement et la caste dominante béquée pour que vous ne puissiez pas arriver. Par exemple, les politiques bancaires. Vous allez demander un prêt pour acheter une bétonnière pour que votre entreprise artisanale marche mieux, on vous le refuse. Vous allez demander à cette même banque un prêt pour acheter une voiture dans le circuit automobile, on va vous la donner. On va vous le donner. Ça veut dire qu'il y a une politique bancaire qui est faite pour ne pas aider l'économie locale, et cette politique bancaire s'ajoute à la politique que l'État mène en matière de subventions. On ne va pas vous donner de subventions pour le développement d'une indépendance, une souveraineté alimentaire, mais on va vous donner une subvention pour acheter des produits phytosanitaires, etc. Donc il y a ça. Que vous soyez indépendantiste ou pas, vous ne pouvez pas surmonter cette barrière-là. Et puis il y a la barrière des normes. Les normes, c'est ce que l'Europe dit, bon, si votre produit n'est pas de telle nature, n'est empaqueté de telle façon, avec ceci et là, eh bien, je vous interdis. Les normes. Mais c'est des normes européennes qui d'ailleurs ne sont même pas respectées par les grandes entreprises. Donc, des normes inadaptées. Je me souviens qu'il y a un moment où ils ont voulu imposer que les dames qui sont sur le marché de Fort-de-France aient des appareils réfrigérés pour mettre leurs produits et qu'ils ne les déposent pas sur des tapis par terre. Alors, le prétexte est toujours bon, la santé, etc. Mais la personne ne peut pas accéder à ces équipements-là, donc on aura diminué les possibilités d'économie populaire. Il y a également de plus en plus la place que prend le numérique dans l'économie mondiale. Aujourd'hui, rien ne peut se faire si vous n'avez pas un ordinateur, une ligne Internet que vous payez bien cher. Et puis, il faut avoir un compte pour traiter avec son assurance, un compte pour traiter avec EDF, un compte pour traiter. Et puis, il faut payer vos affaires en France. Mais, si vous n'avez pas d'argent pour acheter le matériel informatique performant, si quand vous achetez le matériel informatique performant, les agences de téléphonie coupent, font la pluie et le beau temps, allez, vas-y, tu veux dire la chose, bon, c'est pas la peine de dire rapidement. Oui, je dis, il y a des personnages qui ne sont pas au courant de l'informatique. Voilà. Donc, si on n'a pas tout cet appui logistique-là, on est hors circuit dans tout le schéma économique. Et puis, vous n'avez pas de fonds propres pour tout projet que vous voudriez développer. On vous dit, il y a l'Europe qui donne de l'argent, il y a ceci qui donne de l'argent, mais il faut avoir des fonds propres quand on va payer. Et quand vous avez les fonds propres, ça ne veut pas dire que vous avez l'argent de l'Europe ou d'ailleurs tout de suite. Il vous faut faire toutes les dépenses quand on va prendre l'argent, la banque pas gagnant, et après vous envoyez des factures pour être remboursé. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas dans le circuit. Donc, on a
barrière là. Et puis on a une barrière de la dictature de la caste dominante béké. Vous essayez de créer une petite entreprise, ben, elle se met à côté de vous, elle fait des prix cassés, et vous ne pouvez pas tenir la concurrence. Je me rappelle, vous avez peut-être les plus anciens connus, les yaourts romains, que les gens adoraient, qui avaient un goût formidable, et qui faisaient de la concurrence aux yaourts importés des grandes surfaces. Eh bien, ils ont cassé les prix des yaourts. Ils ont fait des difficultés au téléphone des entreprises romaines, et les Romains ont coulé. Donc, il y a cela c'est cette dictature déloyale qui fait que ceux qui possèdent le schéma vont empêcher aux petites entreprises de se développer. Alors, vous comprenez bien, quand c'est pas une question de je suis pour l'indépendance, je suis contre l'indépendance, c'est une question pratique, réelle de l'organisation qui ne vous autorise pas à vous développer. J'ai dit qu'il y a 3 éléments. Le deuxième élément, c'est les institutions. Insistons bien sur cela. Les institutions qui organisent la vie, ben, c'est les communes. La commune va vous donner le droit d'ouvrir ceci, de faire cela. Le droit elle aura le pouvoir de mettre un hypermarché qui va couler les petites entreprises locales. Ça, c'est au niveau de la commune. Vous avez la CTM. La CTM qui dispose de certains fonds. Eh bien, la CTM ne dispose pas, comme elle le voudrait, du budget. Il y a des cadres. Vous avez le droit de faire ça. Vous avez le droit de faire ci. Vous n'avez pas le droit de faire ça. La CTM n'est pas libre de faire ce qu'elle veut. Elle peut faire un certain nombre de choses dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées. Mais même dans ce cas-là, alors j'insiste, chers compatriotes, sur le fait que tout le monde, syndrome de lynch oblige, mais c'est l'UA pas qu'à faire rien, la CTM pas qu'à faire rien. Je dis avant de continuer que la CTM aurait pu faire mieux si elle avait plus de courage politique, mais qu'elle aurait dû avoir le courage de dire je ne peux pas faire parce que. Donc la CTM pas fait. Mais quand vous apprenez que les associations qui rouspètent parce que la CTM n'a pas débloqué les fonds prévus, ne savent pas que l'État n'a pas versé les fonds dont la CTM doit disposer pour payer ces associations. Nous ne donnons pas d'acquittement à la responsabilité des élus, mais nous disons que la structure CTM est limitée parce que nous sommes dans un pays colonisé, comme Thierry l'a dit. Et puis, vous avez les institutions électives, donc les députés, les sénateurs, etc. Notre pays n'a aucun pouvoir à ce niveau-là, puisque nous avons 4 députés. Combien de députés y a-t-il dans l'Assemblée nationale du pouvoir qui nous domine? 590. Et il faut être dans des grands partis pour avoir le droit de parler, de poser des questions. C'est si le grand parti vous donne l'opportunité d'intervenir, etc. Et les grands partis, gauche comprises, ont des intérêts contraires à ceux de la Martinique. Quand ils parlent de la grandeur de la France, c'est nous qui donnons, nous sommes gentils. Donc, même les grands partis qui sont contre le système, on a vu avec ce qui se passe depuis les dernières élections législatives en France, ils sont majoritaires, mais ils peuvent rien faire parce que le président décide de ce qu'il veut, parce qu'il y a le 49.3, etc., etc. Donc, nous avons ces obstacles institutionnels. Le dernier obstacle, et peut-être le plus important, c'est les freins que nous-mêmes nous mettons dans nos têtes, parce que nous n'avons pas confiance en nos forces, en nos frères et sœurs, en nous-mêmes, nous nous dénigrons, et nous n'avons pas suffisamment de connaissances pour comprendre. C'est pas parce que nous prions, c'est parce que les médias sont
et cadenassés et nous désinforment. Et nous n'avons pas assez de connaissances pour comprendre qui est notre ennemi. Donc, c'est pour ça que la deuxième partie de cette émission sera peut-être la plus importante. Et nous n'avons pas suffisamment de connaissances pour dire nous sommes capables, nous pouvons faire ça. On reviendra dans cette deuxième partie. Alors, voilà donc ces obstacles. Et nous avons parlé des atouts. Nous avons parlé de cette prise de conscience que tous les Martiniquais développent de plus en plus sur nos possibilités. Nous avons parlé du génie dont notre peuple a toujours fait preuve dans son histoire, dans les quartiers populaires, du temps où ils étaient esclavagisés pour survivre, etc. Et donc, nous avons des moyens. Mais malheureusement, ces moyens-là ne peuvent pas s'exprimer. Et je finirai sur ce point-là pour attirer l'attention de nos compatriotes sur la fuite des cerveaux. Nous avons des jeunes Martiniquais et Martiniquaises sur toute la surface du globe qui occupent des hauts niveaux de gestion dans des entreprises, dans la poste, dans tous les domaines, qui sont de niveau supérieur à tous les pantins qu'on nous donne comme ministre au service du gouvernement. Et puis ils travaillent pour d'autres intérêts. Si ces fils et filles de notre pays étaient ici, inutile de dire que nous aurions toutes les réponses à nous. Alors, nous avons Olivier qui est arrivé dans notre studio. Nous allons nous tourner vers Olivier pour lui poser la question sur laquelle nous débattons actuellement. De ton point de vue, Olivier, quels sont les obstacles au développement de notre pays, au mieux vivre dans notre pays, et quels sont les atouts dont nous disposons, toi qui es un acteur de terrain, on t'entend sur ça. Ben, bonjour tout le monde qui a écouté la radio aujourd'hui. Bon dimanche à tout le monde. Alors, m'arrivé Tibranta, mais j'ai commencé à écouter l'émission en chilien. Et moi, je interviens en l'alimentation. Parce que comme je travaille dans le domaine agricole, c'est une équipe totalement bas et qui est fondamentale pour diminuer le pays. Alors, ça m'a carrément matché. Et on a discuté de ça avec d'autres professionnels encore avant-hier, vendredi matin, puisque je suis en formation. Le monde a constaté dans le domaine de les organismes qui travaillent en l'agriculture, les mamans qui travaillent dans l'agriculture, que ce soit agriculteurs, conseillers, mamans qui interviennent dans le domaine de ni les pires difficultés. Ni les pires difficultés parce que problème qui est plus souvent actuellement, c'est qui m'a dit qu'on arrive les financements qui est nécessaire pour nous faire ça nous à faire. Bon. Donc ça en les derniers, ça va être le dernier programme européen, ni des dossiers qui prennent plus de 10 ans pour y obtenir une réponse, les dossiers de demande de subvention, et au bout de 10 ans, certainement, ils disent 10 jours pour faire un investissement. Donc en 10 jours, il faut qu'on retourne voir la banque. Si la banque est en accord de principe, il faut qu'on lui demande est-ce qu'elle est OK pour accord de principe là, là. Les devis ont été faits il y a 2 ans, mais ils n'ont pas bon encore. Il faut qu'on retourne voir le fournisseur pour lui dire bon ça. Qui c'est qui a fait bon? Parce que bon, vous gars, c'est travail qui a travaillé, donc les gars vont un tracteur bon, il va pas dans les tracteurs, etc., etc. Donc, il y a dans qui qualité et qui m'a dit manger cochon. Merci. Les professionnels de l'agriculture qui a trouvé aujourd'hui. Donc, c'est un bail qui est très grave parce que alimentation, pays qui nous parler, comme on dit souvent, il y a le métier qui est nécessaire, mais l'agriculture a fait partie des métiers qui sont indispensables, qui nous parler. Donc, c'est un bail qui est pour souvent, c'est un bail qui est pour parler moyen, et quelle que soit opinion politique qu'on ait, si nous sommes dans un pays ou pour comprendre que l'agriculture ça va être bon. Alors, il m'a précisé en bagage, il y a tous ces moments-là qui disent oui, mais nous avons la force de toute façon, et donc nous n'avons pas de problème, même si nous n'avons pas produire ça. Alors, par exemple, j'ai senti attirer l'attention aux autres en bas. Et pour ne pas retourner loin là, il y a un période Covid. Donc, il y a quelques données. On passe à ces occasions. J'ai ça. Les bagailles commencent à venir chaud en Europe. Vous constatez que tout pays qui est en bas alimentaire, on va dire qu'on va pas avoir encore qu'à garder la Covid. Ça veut dire quoi?
premier problème qui est fait en Europe, tout le monde a regardé blé, tout le monde a regardé l'huile, tout le monde a regardé tout ça, il a fait. Même moutarde, ça, c'est une occasion de ça. Même moutarde, ça peut venir. Comme par hasard, on va découvrir à un moment que la France, effectivement, qui c'est normalement un grand pays producteur agricole, eh bien, il y a un moment qu'il y a l'eau production qui est arrêtée, et qu'il trouvait qu'il y a une difficulté qu'on vulgaire un petit pays qui n'a pas de production agricole. Bon, ça veut dire que ça veut dire que, aujourd'hui, si nous les bails a changé, il faut que c'est nous-mêmes, et nous pas besoin du domaine agricole, c'est-à-dire qu'il faut que nous mettions les responsables politiques devant la responsabilité, pour les moments qui dans la vérité, je dis, pas des moyens de faire ça, il y a à faire. Parce que si nous continuons comme ça, alors, on va avoir un petit chiffre. Les moments où j'ai travaillé, 29 ans de ça, nous étions à peu près à 8000 et quelques agriculteurs. On va parler en 97. Je dis à nous à peine à 3000. Et pas de renouvellement de génération, puisque là, nous avons en moyenne d'âge de à peu près 57 ans et quelques mois. Ça veut dire que les mamans qui sont partis là, demain matin, pas de mamans pour remplacer eux. Parce qu'il y a un grand trou de génération à peu près pendant 20 ans. Et ça veut dire que qui est pour dimanche là, puisque comme nous pouvons mépriser les États pendant longtemps, on a le moment qui pas prend ces filières-là, et même ça qui prend ces filières-là, pas forcément tout le travail, donc il partit à autre chose. Et on a parlé de fuite des cerveaux, ça aussi c'est une forme de fuite de cerveau. Là, on ne peut pas développer en filière, donc on ne peut pas embaucher les gens qui sont dans la filière là, on ne peut pas battre ça qui est en vue de chef d'entreprise, les moyens en plus. Eh bien, il n'y a pas partir dans d'autres bagages, donc tu as engagé l'armée, tu as rentré dans l'administration, etc. Mais c'est toujours des forces vives qui ne peuvent pas travailler dans la nation martiniquaise, et ça a extrêmement grave. Donc, pour moi, alors, c'est pas que ça, moi, je suis sentiment de ça pour première intervention, difficulté à nous là pour nous avancer, c'est le fait que nous ne pas qu'à développer l'agriculture suffisamment pour nous, d'une part, basser nous en manger, tout le monde manger Martinique, et en manger de qualité, et d'autre part, nous ne pas qu'à mettre l'emploi dans le secteur agricole, parce que c'est un secteur économique avant tout, et c'est un secteur économique qui peut créer un lot d'emploi si au bas secteur économique a des moyens de faire ça et de faire. Mais c'est ça que je dis pour l'instant, en termes de freins, en termes de bagailles qui a bloqué nous pour l'instant pour nous développer tout ça, nous à développer. Merci un peu Olivier. Alors, je vais rappeler que les mamans là, qui sur l'émission, peuvent poser des questions au 596 30 67. Et pour ça qui est en pays, le code Martinique là, 0696. Alors, posez question, les mamans là, qui au standard, qui noté yo, et nous qui intégré yo à un débat. Donc, nous les, dans un petit moment, nous qui passé à deuxième point qui est plus important, qui est à savoir, qui manière nous organiser la meilleure que nous les prenons l'économie pays. Alors, je répète pour les amis de l'extérieur francophone, tout à l'heure, on va passer à la deuxième phase de l'émission, qui est vraiment le thème que nous avons choisi, à savoir comment prendre la main sur notre économie, comment faire en sorte que nos intérêts vitaux, les intérêts de notre pays soient mis en place aujourd'hui. Donc, dans un petit moment, nous allons écouter ça. Et après une petite virgule musicale, vous savez que les morceaux des dessins puis sont particulièrement éloquents concernant notre pays. Alors, on va écouter un morceau qui est très... Je vous invite à écouter les paroles. Apparemment... Bon, alors, donc, comme dirait, on a voilà. L'argent c'est pas la santé. Chaque fois, moi, pour moi, ouais, pour vous faire là. Où chanter les gars.
loti, yeli. Richesse nous, c'est ça qui entête nous. Et vraiment nous dit de quoi pour faire ça nous y a fait. Alors, deuxième partie de l'émission, l'organisation concrète de la prison. Alors, on va demander à Marie-Christine qui avait déjà commencé à nous en parler tout à l'heure. D'après toi, Marie-Christine, qu'est-ce que nous devons faire individuellement et collectivement pour nous libérer de ces chaînes-là? Alors, individuellement, Est-ce que le micro est bien ouvert? Tu fais monter? Oui, voilà. individuellement, il faut savoir que la famille est le noyau de la société. Donc, nous avons un travail à faire sur nous-mêmes et à comprendre que nous devons nous nourrir, nous devons nourrir notre famille et qu'il y a des petites choses qu'on peut faire à la maison. Par exemple, on mange des fruits du pays, des fruits qu'on achète au marché, dans les mains de gens qui cultivent, qui plantent, récoltons nos graines, préservons nos graines. Nous avons des enfants qui viennent, des tout petits qui viennent. Apprenons-leur à planter une petite graine dans un pot, un petit pot en plastique vide, et qu'ils voient la magie de la vie, la magie de pouvoir planter et de voir cette graine germer et amener une plante. Et au fur et à mesure, on développe déjà certaines choses chez les enfants. Et puis, les adultes, n'ayez pas peur, hein. Les balcons, les rebords, fenêtres, les cours, là où vous pouvez avoir un peu de soleil, plantez même dans des récipients, plantez. Donc, c'est au niveau individuel. Et puis, trouvez les bons cultivateurs qui vont vous apporter les produits de leur terre. Et vous les trouvez sur les marchés, ce ne sont pas des gens qui ont énormément de choses sur leur stand, mais ils amènent ce que leur possibilité physique leur permettent de faire. Vous pouvez trouver un agriculteur qui a quelques kilos d'igname, de dachine, de ce que vous voulez, mais vous sentez que ça a été fait avec amour, que ça a été fait avec du cœur, que ça n'a pas, que ça pris. Ce sont des gens qui normalement vivent avec de la patience, qui ne sont pas dans la vitesse dans laquelle on a mis tout le monde pour pouvoir faire pousser même les plantes, parce qu'il faut faire gros, il faut faire ceci, il faut faire ça. Non. Reprenons notre cycle de fonctionnement normal pour aboutir à des choses intéressantes. Et là, on aura aussi une alimentation plus saine. En ce sens que si on reprend notre fumier de poule, de bœuf, de ce qu'on veut, de faire notre compost nous-mêmes, on aura une alimentation beaucoup meilleure que celle où on nous impose des pesticides parce qu'il faut tuer les animaux. Il faut savoir que dans la terre, il y a des bêtes qui permettent de retourner la terre comme les vers de terre. Il faut savoir que nous avons tout dans la terre qui puisse permettre à une plante de pousser. Il y a des plantes qui vont éloigner des insectes, qui vont éloigner certains prédateurs, mais revenons à la nature. Et ça, c'est important. Pouvoir refaire la famille, l'équilibre naturel qui existe au départ. Voilà. Voilà. Alors, Olivier, je suppose que ton travail de terrain t'a donné des pistes. Hein? Comment reprendre la main? Alors, le travail de terrain, comme tu dis, a déjà commencé depuis un moment. Alors, ce que moi j'ai commencé à faire, que d'autres font aussi, c'est notamment transmettre un peu toutes les techniques, on va dire,
qui permettent de se nourrir, de produire de l'aliment en respectant la nature. En gros, ce qu'on appelle l'agriculture durable, le jardinage durable. C'est important, encore une fois, qu'un peuple arrive à une certaine autonomie alimentaire. Alors, c'est compliqué d'être autonome sur tous les aliments, mais on peut au moins être autonome sur les aliments de base. Pour des questions de sécurité, tout simplement, parce que il n'est pas admissible qu'on soit tributaire des arrivées de bateaux ou pas, des grèves ou pas, des blocages ou pas, etc., etc. Donc, il faut arriver à une certaine autonomie alimentaire. Si demain matin il y a une grève sur les ports en France, eh bien, on n'a pas d'alimentation qui arrive en Martinique ou difficilement, et ça, c'est pas normal. Bon. Donc, il faut justement, sur le plan de l'alimentation, débloquer un certain nombre de choses. Et je suis en train de penser à un autre secteur qui est quelque part lié, c'est le secteur de la santé. Alors, on sait, hein, les soignants en ont beaucoup parlé bien avant l'épisode du Covid, parce qu'on a l'impression, en écoutant certains, que les problèmes de santé ont commencé au moment du Covid. On a bien compris que les soignants en Martinique manquent de moyens, et ça aussi, c'est un secteur qui est primordial pour l'avenir de la Martinique, et il faudrait, comme certains médecins le proposent depuis quelque temps, qu'il y ait une vision martiniquaise de la santé et qu'on donne les moyens aux professionnels de la santé martiniquaise, on en a suffisamment de qualifiés ici, de définir ce qui est bon pour la santé des Martiniquais, notamment en termes de prévention. Le jour où on arrive à faire ça, encore une fois, quel que soit le bord politique qu'on puisse avoir et les idées politiques qu'on puisse avoir en tête, personne ne peut nier qu'avoir une maîtrise de la santé de son pays, c'est quelque chose de fondamental. Et ça, il va falloir que les Martiniquais le comprennent, mais j'ai envie de dire au-delà de la compréhension, se bougent pour que ça soit possible. C'est-à-dire de donner la force aux soignants qui font en sorte que les choses s'améliorent, notamment pour tout ce qui concerne notre environnement, c'est-à-dire la question de la sargasse, qui, je rappelle, concerne toute une partie des côtes martiniquaises, donc ça fait beaucoup de personnes concernées, il n'y a pas que le Robert, mais ça concerne aussi les poussières venues du Sahara, ça concerne les émissions venant de certaines industries très polluantes qui ont été dénoncées au départ du projet, mais qui sont quand même maintenues dans le temps, alors que les professionnels martiniquais avaient dénoncé dès le début que les retombées allaient être très néfastes pour la population. Donc il y a toute une série de dossiers sur lesquels les professionnels martiniquais devraient être entendus et devraient avoir des responsabilités justement pour définir une politique de santé martiniquaise. Voilà un peu pour moi les éléments concrets sur lesquels on devrait agir si on veut que les choses s'améliorent. Merci Olivier. Alors, tu voulais ajouter quelque chose, Christine Nazi? Oui, je pense aussi, puisqu'il parle de santé, et nous sommes tous concernés par ça, c'est le problème du chlordécone. Ouais. Donc, il faut qu'on s'organise aussi pour comprendre. Et puis, il faudrait faire des ateliers ou des suggestions afin que les gens comprennent au travers de... C'est scientifique, c'est pas des trucs à je crois, il faut savoir. Donc, on peut faire des ateliers scientifiques pour expliquer aux gens comment dans l'infini petit, on arrive à nous rendre malades. Mmh. Oui, alors, c'est très intéressant ce que vous avez dit et je retiens 3 éléments. Le premier, c'est le caractère fondamental de l'alimentation. Alors, c'est Maturé qui nous disait que le premier pas de la vie, de la marche de la vie, c'est l'alimentation. Si maman il a 6 pâtés, il peut faire. Ça veut dire que dès le départ, l'alimentation, c'est la condition. Et rien ne peut se faire si chaque jour, on ne porte pas des éléments à notre corps. Donc, si nous voulons reprendre la main sur notre vie, si nous voulons prendre vraiment les rênes de notre économie, il faut penser agriculture différente. Deuxième élément, vous avez parlé de la santé. Sous cowboy, si on n'est pas en bonne santé, si ce qu'on mange nous détruit, si nos façons de vivre, les addictions qu'on a nous détruisent,
aucune solution n'est possible. Donc, la santé. Et la troisième chose qui est intéressante, c'est que Marie-Christine parlait du rôle individuel et de la famille. Il faut savoir que rien ne se fait par génération spontanée, donc il nous faut avoir un plan pour dire comment faire en sorte que les gens prennent conscience que la famille soit le premier pied d'ancrage, le pilier. La famille, c'est le pilier parce que imaginez, dans une famille en Martinique, des familles sont grandes, on a des cousins, des tontons, etc. Et j'intègre même les amis qui font partie de la famille. Si ces centaines de personnes qui constituent une famille disent, bon, maman, nous organisons comme nous faisons en sorte pour que, mais au fait, Gisèle fait des tresses. Ben, c'est elle qui va faire les tresses de toute la famille. Mais un tel, il fait ceci. Déjà connaître les compétences de chaque famille et les mettre en synergie. C'est quelque chose de fort. Le deuxième élément, c'est bien entendu le quartier. On a des voisins, on ne sait même pas. Alors, on prend sa voiture, on prend des embouteillages pour descendre acheter des ignames importés du Costa Rica dans une grande surface, et on remonte chez soi après les embouteillages, et puis on ne sait pas que M. Julien plante des ignames à 200 mètres de chez nous. Il suffirait d'aller avec ses enfants tenus par la main chez M. Julien. Monsieur Julien, bonjour. Est-ce que tu as des ignames aujourd'hui? Mais oui, M. Julien qui a fouillé, les enfants voient ça, ils ont le rapport à la terre, à la culture, et puis les relations sociales du quartier. Et puis on repart avec une nourriture qu'on a contrôlée parce qu'on sait comment M. Julien travaille. Donc il y a le quartier, et puis il y a la commune, il y a les institutions dont on parlait qui peuvent jouer un rôle. Quand on a une municipalité qui dit « je facilite les marchés artisanaux, j'accompagne, je fais de la formation pour ceux qui veulent faire des entreprises locales », il n'a pas le pouvoir politique, mais il a le pouvoir d'action sur le terrain qui nous permet. On va parler tout à l'heure du rôle des élus. Donc, il faut avoir ce plan-là de construction à partir des populations, familles, quartiers, communes et bien entendu à plus haut niveau pays. Alors c'est là que ça m'amène à parler. J'ai parlé des ignames qu'on va acheter chez M. Julien et j'aurais aimé demander à Olivier ce qu'on appelle les circuits courts. Comment organiser des circuits courts? Quel intérêt ont les circuits courts pour prendre la main sur notre économie? Alors, meilleur bagage du portal. Donc, l'importance des circuits courts, elle est fondamentale et pour beaucoup de raisons. Alors, en Martinique, on a plusieurs exemples qui fonctionnent très bien. On a le Mana sur Sainte-Marie, on a Bokoji sur Ducos, on a aussi Orgapi toujours sur Ducos. Donc, c'est au moins 3 exemples de circuits courts où, malgré tous les efforts de ces producteurs, ils n'arrivent jamais à satisfaire toute la demande. Et c'est des exemples de réussite martiniquaise, c'est des exemples de l'ingénierie martiniquaise lorsqu'il s'agit de trouver des solutions aux problèmes de tous les jours. Donc, derrière, la question, c'est de savoir comment on s'arrange, comment on s'organise pour que les structures qui existent déjà soient renforcées, mais que de nouvelles structures voient le jour. Parce qu'en fait, je prends l'exemple du Mana, que je connais bien, pour avoir beaucoup travaillé avec les producteurs du Mana. Vous avez des gens qui ont des projets, mais qui ne peuvent pas aller partout, dupliquer ce modèle du Mana. Parce qu'ils sont demandés un peu partout en Martinique. C'est exactement la même chose pour Orgapi. Donc, il faut que la population, premièrement, adhère à ces projets en continuant à y aller, en allant encore plus. Il faut que d'autres producteurs rejoignent ces structures, parce que c'est une manière pour nous, Martiniquais, d'avoir un contrôle sur au moins une partie de notre alimentation. Ça veut dire que ce sont des fonds, ce sont des capitaux qui vont rester en Martinique de toute façon et qui vont être réinvestis. J'aime bien attirer l'attention sur une chose, c'est que lorsque vous allez sur un marché et que vous achetez, je sais pas moi, 3 kilos d'igname, 2 kilos d'orange, etc. Il faut bien comprendre que cet argent-là va
permettre à l'agriculteur de continuer sa production en achetant ce dont il a besoin pour produire. Ça lui permet de payer les études à ses enfants, ça lui permet de réparer sa maison, de la construire. Donc, c'est de l'argent concrètement qui sert à l'économie martiniquaise. Bon. Donc, c'est important, encore une fois, qu'on puisse se donner les moyens de développer ces circuits courts et que le Martiniquais comprenne. Alors, oui, j'entends, les produits locaux sont chers, mais la qualité, premièrement, ça se paye. Et deuxièmement, même si vous n'êtes pas dans la capacité d'acheter de l'igname tous les week-ends, vous pouvez une fois dans le mois acheter de l'igname. Si chacun fait l'effort d'acheter une fois dans le mois, vous verrez que de toute façon, le producteur va mieux s'en sortir et pourra faire des économies d'échelle parce qu'il va pouvoir augmenter sa production. C'est aussi ça, être martiniquais, c'est comprendre que soutenir sa production locale, et je parle de la vraie production locale, c'est aussi une manière de développer le pays, c'est aussi une manière d'assurer que nos enfants puissent trouver du travail demain en Martinique, parce que l'économie martiniquaise se sera développée à travers non pas une économie fantasmée hors sol, mais une vraie économie qui parle des besoins réels des Martiniquais. Oui, alors Marie-Christine ajoute quelque chose. Alors, je rebondis sur le fait que tu dis que le cultivateur va pouvoir vendre, mais il y a une chose qui est essentielle pour un cultivateur. C'est la reconnaissance de ce qu'il a porté comme produit sur le marché, et que les gens sont contents de son produit. Parce que s'il arrive à revendre, c'est parce que les gens, s'il arrive à continuer à vendre, c'est parce que les gens sont satisfaits de son produit. Donc, ils reconnaissent le travail qu'il a fourni au travers de ce qu'il amène sur le marché. Et ça, c'est important. On peut vivre sans argent, mais on peut pas vivre sans se dire qu'on fait des choses dans le vide, quoi. Ça, c'est important. Psychologiquement, le cultivateur, il est récompensé parce que il se crée sa clientèle lui-même parce qu'il fait du bon travail. Mais si c'est pour qu'il amène et puis que la personne lui dise bon ben je te paye après il ne voit jamais son argent, ça aussi c'est embêtant. Mais voilà, il y a des choses à faire. Et puis en circuit court aussi, on peut très bien travailler. Il y a beaucoup de gens qui sont en immeuble, qui n'ont pas de terre. On peut très bien faire des petits jardins en bas d'immeuble. On peut très bien cultiver des oignons pays, de la salade et faire des échanges entre locataires. Ça aussi, ça existe. Alors, on va continuer et je fais toujours un commentaire sur les apports que vous faites. Concernant les prix locaux qui sont exagérés, ça aussi, c'est une question d'aliénation. Quelqu'un est capable de dire, je vais acheter un champagne 52 € parce que dans mon anniversaire, il faut que je montre que je peux acheter un champagne 52 €. C'est normal. Donc, j'accepte de payer cher. J'accepte, c'est Alain qui nous faisait remarquer. Vous allez dans un bar, dans un grand supermarché, vous achetez un jus, 2,50 €, 3 €. Vous ne réfléchissez même pas sur le prix, vous êtes allé acheter un jus dans un lieu rototo. Ce même jus-là, ou bien une petite bouteille de coco, qu'un bonhomme vend 2 €, des petites bouteilles. Non, mais c'est ça. Donc, nous acheter la vie chère, mais je travaille 2 €. Alors que ce bonhomme-là, il est monté dans 3 cocotiers, il a fait son travail, etc. Et puis, c'est sur ça qu'il va manger. Donc, on accepte de payer cher pour du superflu, mais ce que tu disais, on n'intègre pas l'idée que même si c'est plus cher, premièrement, il y a des chances que ce soit plus sain. Surtout si c'est dans un circuit court, et je sais que c'est M. Julien, donc je sais qu'il met du fumier, etc. Parce qu'on a appris à regarder ce qui ne va pas chez nous, à nous diviser, à chercher des moyens de ne pas nous entendre. Imaginez, chers amis, que vous allez en pharmacie, vous achetez un petit sachet de feuilles d'artichaut, 4 €, il y a 5 feuilles dedans. Vous achetez un sachet de feuilles de goyavier, bien cher, en France en particulier. Et puis, il y aura du noir, pas pour remède gazier, feuilles blabla, oui, c'est un poison, etc. Donc, il nous faut comprendre que
certainement nous aurons des produits qui peuvent être plus chers, mais comme Olivier l'a très bien expliqué, si tout le peuple va vers les produits locaux et qu'il a le contrôle par les circuits courts, les prix vont baisser inévitablement. Il faut qu'on apprenne à faire ça. Je sais que tu veux dire quelque chose de Baguette pour te laisser. Alors, il y a une chose à savoir. Je suis l'une des personnes en Martinique qui a la chance, on va dire, de travailler sur la question du prix des denrées agricoles en Martinique. Une partie de mon boulot d'ingénieur, c'est de travailler sur la référence technico-économique et notamment sur les coûts de production. Donc moi, chaque année, je passe plusieurs mois à travailler sur un certain nombre de productions et à étudier les coûts de production des agriculteurs et à les aider à baisser les coûts de production. Et je peux vous donner quelques éléments, puisque ce ne sont pas des données publiques, ce ne sont pas des données secrètes. La première chose, il faut savoir que dans un coût de production agricole en Martinique, vous avez une très bonne part qui est de la main-d'œuvre. Parce que nos agriculteurs, qui sont globalement très respectueux de l'environnement, vont, partout où c'est possible, mettre de la main-d'œuvre plutôt que des produits phyto. Et ça a un coût. Il y a aussi que beaucoup de choses ne peuvent pas, beaucoup de sites ne peuvent pas être mécanisés parce que trop pentus. Donc il y a encore beaucoup de travail manuel dans notre agriculture. Quand vous additionnez tous ces éléments-là, vous arrivez à une production qui, de toute façon, sera relativement coûteuse compte tenu des moyens qui sont à disposition des producteurs. Ça, c'est une première chose. Donc, en fait, les prix qui dépendent des coûts de production, ils sont justifiés. Mais je vais plus loin. Lorsque la crise en Ukraine a commencé, j'ai reçu quelques coups de fil de producteurs qui m'ont fait remarquer tout de suite que tous les intrants avaient augmenté dans des proportions inimaginables. Pour vous donner une idée, il y a des intrants qui, en l'espace de 3-4 mois, ont pris, on va dire, entre 30 et 50% de coût. Alors, vous imaginez, pour que tout le monde comprenne de quoi je parle, si vous êtes entrepreneur en bâtiment, vous imaginez une augmentation des treillis, des ciments, des poutres de 30 à 50%. C'est intenable pour vous. Mais pour un agriculteur, c'est exactement la même chose, puisqu'il n'a pas le choix, il y a certains éléments qui sont indispensables. Mais qu'est-ce que les agriculteurs ont dû faire? Il y en a qui m'ont dit, bon, Olivier, comment on fait? Est-ce qu'on répercute le surcoût sur notre prix de vente, ce qui est en logique capitaliste normale, ou est-ce qu'on ne répercute pas? Je leur dis, mais messieurs, vous n'avez pas 36 solutions. La logique voudrait que vous répercutiez. Mais si vous répercutez d'un coût 30 à 50%, vos consommateurs, vos clients ne peuvent pas vous payer. Pour la simple bonne raison que leur salaire, leur revenu n'ont pas bondi de 30 à 50%. Donc, qu'est-ce que la plupart des agriculteurs ont fait? Ils ont répercuté une toute petite partie et le reste c'est pour eux. C'est-à-dire qu'il y a un manque à gagner. Sauf que personne ne dit au grand public que l'agriculteur a pris sur lui, qu'il a diminué concrètement son revenu pour permettre à la population de continuer à manger des produits martiniquais. Mais ça, personne n'en parle. Tout le monde parle de l'igname qui est assis sur le kilo, etc. Mais derrière la constitution du prix, personne n'explique. C'est pour ça que chaque fois que je vais en radio et que j'ai l'occasion de l'expliquer, j'explique aux gens, en fait, vous n'avez même pas idée de ce que subissent ces agriculteurs pour que vous puissiez continuer à avoir des produits de qualité. Donc, en fait, encore une fois, hein, il faut soutenir l'agriculteur, il faut faire en sorte que nos jeunes qui veulent aller en agriculture puissent trouver des postes, puissent trouver des terrains agricoles, et que toute comment je vais dire ça, l'imbroglio administratif ou poli qui fait que les choses soient ralenties, eh bien, se dépatouille, s'accélère parce que on a perdu suffisamment de temps aujourd'hui. Ça fait des années qu'on est dans une espèce de marasme agricole, et il faut que les choses décollent, parce que si on continue comme ça, ben, on va devenir des mendiants, en fait, hein, parce que un peuple qui ne produit pas sa nourriture, ben, moi, je ne connais pas de plus grande honte que de ne pas produire sa nourriture, en fait. On peut être faible militairement, on peut être faible sur plein de choses, mais sur l'alimentation, qui est un besoin vital, hein, c'est pas une vue de l'esprit de X ou Y. L'alimentation, c'est vital. Et tant qu'on ne maîtrise pas ça, j'ai envie de dire, on ne maîtrise rien du tout. Alors, ce que tu dis là m'amène à parler
de la question de la puissance monétaire du peuple martiniquais. Quand on parle des chiffres de la consommation en Martinique, c'est de l'ordre de milliards, 5, 6 milliards, etc. Il y a des sommes qui sont dépensées par des entreprises, mais la masse de cet argent-là vient des poches des Martiniquais. Imaginez, chers compatriotes, que tout l'argent que vous recevez en allocation, en salaire, tout l'argent que vous recevez, l'argent que vous empruntez à la banque pour faire un projet, tout cet argent-là, c'est entre vos mains. C'est une puissance extraordinaire. Quand on aura compris ça, et puis qu'on dit, bon, c'est nous qui avons l'argent, nous avons bloqué par le boycott. Il y a beaucoup de pays qui ont déjà fait ça, en déclarant le boycott sur tel produit. Par exemple, il y a un boycott contre Israël. Les gens n'en parlent pas, mais Israël souffre économiquement parce qu'il y a un boycott. Les gens n'achètent pas des produits israéliens. Si nous décidons de choisir ce que nous achetons en fonction de l'intérêt que ça a pour notre pays, c'est une puissance. Et si nous décidons d'orienter cet argent-là consciemment vers des projets, par exemple, on fait vivre le mana. Il y a de plus en plus des gens qui vont dans les marchés. Je prends un exemple. Il y a certains parents, certaines familles qui ont un enfant qui veut créer une petite entreprise. Jamais le réflexe de créer une société où les membres de la famille investissent ne viendra. On va lui dire, ah, tu es belle, ah ouais, l'État pas un dos. Là, c'était pas pour l'argent. Alors, on a une fortune dans nos mains qu'on va dépenser pour des choses superficielles. Ne serait-ce que dire, nous mettons notre argent pour soutenir tout ce qui se fait de solide. Et c'est comme ça que les communautés asiatiques, pakistanaises, etc. fonctionnent. Quand un Pakistanais, un bonhomme de Bangladesh arrive à Paris, la communauté se réunit et l'aide à trouver un logement, à acheter son premier stock. Et puis après, il y a des compensations qui se font. Donc si nous disons, nous soutenons nos agriculteurs, nos paysans, c'est là nous parlons. Maintenant, il y a toujours des coquins, des malins parmi eux. C'est le fait que nous soyons organisés en démocratie directe au bourg. Ou pas qu'il y en ait nous. Et puis on parle entre nous, monsieur pas sérieux. On choisit ceux qui sont sérieux. Et on parle à nos artisans, à nos commerçants, à nos petites boutiques. Bon, nous avons groupé comme nous en quartier pour acheter caillou. Là où ça vous dit commande là, cette commande qui a un gros volume, tu pourras négocier des prix avec tes fournisseurs. Et tu pourras parler gras pour eux. Moi, je demande ça. Ah, vous voulez pas, je vais voir ailleurs. Et là, tu pourras vendre moins cher et tu es assuré que ces choses ne vont pas moisir sur les rayons. C'est ça, prendre conscience de notre puissance financière et décider de la réorienter vers le développement alternatif. Alors, si on a compris ça, ça ne se fait pas tout seul. On dit, ah, mais il faut qu'on soit organisé, il faut qu'on se rencontre. Bon, quand elles commencent, qui va faire, qui va négocier, qui va avoir un tel. Mais je laisse la partie organisation pour la fin. C'est l'idée que nous avons un pouvoir vraiment puissant entre nos mains et que nous pouvons attaquer, nous affronter la grande surface, les lobbies, banque là, on parlait pas aider-moi à faire l'argent. D'accord. Mais alors, nous avons je vais m'arrêter là, nous avons des questions qui sont venues par le téléphone. Nous devons tous utiliser tous les moyens. J'aurais préféré, alors, comme l'écriture un petit peu. Alors, qui va lire ça? Regarde si tu peux. On va donner à Olivier lire parce que la vue faiblit. Alors, le maire est un interlocuteur incontournable. On se doit de discuter avec lui en raison de sa mission de protection du patrimoine, mais aussi son rôle d'acteur économique. Je réponds. Oui. Alors,
moi qui, dans mon activité, parce que j'ai deux activités, j'ai une activité de conseil agricole et j'ai une activité de chef d'entreprise où je travaille autour du jardinage de manière générale, monter plein de projets. Et cette activité-là m'a donné l'opportunité de travailler avec plein de mairies, où j'ai monté des jardins partagés, etc. Moi, ce que je constate, en fait, c'est que partout où l'activité économique est, on va dire, assez dynamique, où il y a des projets économiques, culturels et sociaux qui se montent, c'est parce que la mairie a une vraie vision. C'est-à-dire que le maire ne se contente pas de boucher les trous ou d'organiser la fête patronale. Le maire, comme on l'a vu dans une commune avec laquelle on a travaillé, s'inquiète du développement agricole de sa commune et va s'efforcer avec les petits moyens qu'il a de faciliter le développement de l'agriculture en mettant à disposition qui un marché, qui une surface agricole qu'on possède la mairie, etc. Donc oui, le maire c'est un interlocuteur incontournable, mais encore qu'il encore faut-il qu'il ait une vision. Je vais prendre un autre exemple, même pour la question culturelle. Il y a une mairie que je ne vais pas citer parce qu'on est en période sensible. Il y a une mairie dans le sud de la Martinique où j'ai habité et j'ai régulièrement des gens qui me disent mais comment ils font pour avoir autant d'activités culturelles? C'est une mairie, pratiquement chaque semaine, vous avez dans leur médiathèque une activité. Mais qu'est-ce qui se passe? Le maire a décidé que l'action culturelle était importante. Donc déjà, il a pris le parti d'avoir quelqu'un qui s'intéresse réellement à ça, qui organise l'activité culturelle de la commune. Et donc, il se donne les moyens de le faire. Et ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est d'abord, et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne, c'est d'abord une question de vision qu'on a ou qu'on n'a pas. Et lorsqu'on n'a pas de vision, je vais prendre un autre exemple. Moi, je connais un maire de Martinique qui s'est permis de dire qu'il ne voyait pas l'intérêt des jardins partagés, par exemple. C'est nous dire à quel niveau on a certains de nos élus. C'est-à-dire que la personne qui n'a pas de vision, je pèse mes mots, c'est une personne qui est dangereuse pour la Martinique parce que, à part se faire réélire, la personne ne se pose pas la question de quels sont les besoins de ma population. Et en fait, c'est ça la vraie question. La vraie question, c'est pas est-ce que monsieur le maire aime le Belay, n'aime pas le Belay, aime les jardins partagés, n'aime pas les jardins partagés, aime le sport, n'aime pas le sport. C'est pas ça la vraie question. En fait, monsieur le maire, madame le maire, je profite d'avoir le micro pour vous dire, en fait, vos goûts n'intéressent personne. Ce qui intéresse les Martiniquais, ce sont leurs propres besoins et qu'est-ce que vous allez mettre en place pour que messieurs, mesdames et tout le peuple martiniquais puissent avoir la satisfaction de ces besoins. Et c'est ça, en fait, notre développement qu'il faut qu'on comprenne et que nos élus s'emparent de ça, de la définition des besoins des Martiniquais pour pouvoir les satisfaire. Il y avait d'autres questions ou bien c'est... Non, c'est la seule pour l'instant. Ok. Alors, en tout cas, ça m'amène à poser la question du rôle des élus dans la construction, la prise en main. La première chose que je veux dire, luttons contre le syndrome de Lynch qui nous apprend à nous diviser, à dénigrer tous ceux qui sont autour de nous, à généraliser. Les gens qui disent, les élus sont tous pourris, sont tous corrompus, m'en parler ouais pièce comme politique, ce sont des gens qui sont victimes du syndrome de Lynch ou qui, c'est plus grave, qui utilisent ça en sachant que c'est pas vrai pour essayer de se placer. C'est exactement comme on dit, les jeunes c'est des vagabonds, les jeunes c'est des violents, les femmes sont des ceci, les chauffeurs de taxi. C'est un réflexe maladif de division contre lequel il faut lutter. Les élus sont des êtres humains, comme tous. Certains ont des positions politiques intéressantes pour le pays, d'autres pensent à leur beefsteak ou bien sont assimilés, mais c'est pas parce qu'on est élu. D'ailleurs, ça, c'est amusant de voir qu'il y a des gens qui disent tous les élus sont corrompus, tout ça, mettez-moi là, manquez changer. Et puis ils deviennent élus. Il y en a même qui disaient, il faut en finir avec tous les élus, et puis qui disent, bon, mais au municipal, j'avais présenté mes candidats,
Je vais soutenir des élus parmi ceux que je disais qui étaient corrompus. Tout ça, c'est pour me faire connaître. Ça veut dire que ça, c'est de la magouille politicienne. Mais revenons à l'élu, homme ou femme. C'est un être humain. Il y en a qui sont honnêtes, il y en a qui sont sincères, il y en a qui sont courageux, même s'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Et ils ont droit au respect humain. Je tiens à dire ça parce que si on n'a pas compris que la cohésion nationale nous amène à régler tous ces problèmes-là, on ne pourra pas régler tous les beaux projets que nous développons là. Ce sont des êtres humains que nous devons respecter en tant qu'êtres humains qui peuvent se traiter, qui ont leur légitimité. Ça veut dire quoi? Les milliers de gens qui ont voté pour qu'ils soient maires, vous considérez que ce sont des ténèbres qui n'ont pas le droit d'avoir un représentant, même si c'est un représentant avec qui vous n'êtes pas d'accord? Le dimanche dernier, on a expliqué comment aller agresser individuellement des élus parce qu'on veut prendre la place. Ça met en jeu leur famille, ça met en jeu... Enfin bref, je n'insiste pas sur ça. Respectons les êtres humains que sont les élus, même si nous avons de profondes divergences. Alors, comme Olivier le disait très clairement, il y en a qui ont une vision. Il y en a qui peuvent aider et qui aident. Je veux citer deux exemples que j'aime à répéter parce que c'est ce que nous devons faire. Le collectif des ouvriers agricoles empoisonnés par les pesticides. Il a fait son enquête, il a vu les problèmes, il a rencontré tous les élus sans exception pour leur demander de soutenir la cause. Il y en a peut-être qui sont restés tibourés, mais tous ont soutenu le collectif et d'une façon ou d'une autre. La CTM a voté à 2 reprises, la majorité de Alfred Baïchan et celle de Chimi, un soutien total aux revendications du collectif qui a pu aller discuter avec les ministères, les autorités françaises. Donc, pragmatiquement, on doit voir que ces gens-là disposent de compétences et qu'il nous faut travailler avec eux. Et quand on a compris, quand on les respecte, ils peuvent mettre des logistiques à la disposition, parfois des fonds, dans la mesure où ils le peuvent, puisqu'il y a toutes les difficultés financières, et que c'est absolument irresponsable de dire que je vais développer une politique alternative dans mon pays en occultant la réalité des maires qui gèrent les CCAS, qui gèrent les jardins partagés, qui gèrent les municipalités. Je dois dire, je vais travailler avec ceux qui ont une vision, point. Mais c'est pas les politiques, ça ne veut rien dire et ça cache souvent des intentions opportunistes. Alors vient le dernier problème concernant les élus, je l'ai abordé tout à l'heure, nous devons être conscients des limites de leurs compétences. Donc nous devons faire pression sur eux et par notre mobilisation pour qu'ils puissent dire au gouvernement qu'ils comprennent s'ils ne soutiennent pas le peuple qu'ils vont faire. On doit faire pression pour que nous ayons les moyens d'assumer notre souveraineté. Donc j'insiste sur cette affaire des élus parce que tu en as parlé pour dire que si on veut la cohésion nationale sans des gens élus par le peuple, c'est pas la peine de continuer à parler inutilement. Si on veut la cohésion nationale, il faut les élus, les syndicats, les associations, les confessions religieuses, etc. Je sens que tu veux compléter. Juste une chose, hein. On va le dire à la radio, ça va choquer beaucoup de Martiniquais, ce que je vais dire, parce que tout le monde n'a pas forcément ces informations-là. Messieurs et dames de Martinique qui écoutez la radio ce matin, vous n'avez pas idée pour le nombre de fois les élus martiniquais se mettent bordeaux là en termes de droit français, pour faire des choses dans leur commune notamment. Parce que comme j'ai pu entendre de la bouche de certains élus, si de temps en temps ils font pas du marronnage, ils n'arrivent pas à faire certaines choses. Ah ouais. Donc des fois, le maire, homme ou femme, va prendre la responsabilité juridique de faire certaines choses parce qu'il estime que c'est nécessaire, qu'il a des fois demandé l'autorisation 50 fois et que le dossier n'avance pas. Donc à un moment, il se dit, bon, donc à faire et puis on va gérer la crise. Mais ça, encore une fois, ce sont des gens qui ne vont pas forcément le crier sous les toits pour des raisons évidentes, mais ça se fait, et ça se fait plus souvent qu'on en pense, et moi j'en suis témoin. Manière de dire aussi que
Ils sont pas tous pourris comme tu disais, et il faut arrêter de répéter ça comme des grands babas. Il faut des fois se renseigner sur ce qui se passe dans sa commune, quand bien même celui ou celle qui est en place et entre guillemets un adversaire politique. Il faut se renseigner des fois sur comment je vais dire ça, l'implication des fois que ça demande de faire avancer certains dossiers parce que l'administration en place ne joue pas toujours le jeu pour être gentil. Voilà, alors nous allons passer à une autre partie, c'est le concret là. Là maintenant on a dit beaucoup de choses, mais comment s'organiser là, on est d'accord. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, je pense que tout le monde sera d'accord, la grande majorité des Martiniquais et des Martiniquaises savent qu'il nous faut vivre autrement, ils savent qu'il nous faut respecter la nature, ils savent qu'il ne faut pas continuer à employer des pesticides, ils savent que tout seuls, ils ne peuvent pas affronter l'administration. Mais jusqu'à présent, on n'a pas une réponse collective. Et d'après vous, je commence par vous interroger, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour favoriser le consensus, la cohésion nationale et que tout le monde comprenne que faut que nous travaillions ensemble, nous ne pouvons faire ci, nous ne pouvons pas faire ça. Alors, je ne sais pas, on peut alterner, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, globalement, pour que notre peuple comprenne qu'il y a urgence et qu'il faut que nous serrions nous pour faire ça, nous y a faire. Alors déjà là, il faut que les gens comprennent qu'ils ont des compétences, qu'ils sont capables de penser, ils ont 10 doigts, ils peuvent agir et faire des choses avec leurs 10 doigts, c'est-à-dire déjà commencer au niveau basique, dans les maisons, dans la famille, et puis que les familles soient plus unies, plus soudées, au niveau du voisinage aussi, parce qu'on assiste beaucoup à des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent et qui ne connaissent pas nos fonctionnements. Essayer de les intégrer, ce qui n'est pas toujours évident. Mais il y a un travail de fond à faire. Reprendre nos valeurs de solidarité, nos valeurs de partage et nos valeurs de respect de la nature, respect de ce qu'on mange, de nos corps même. Puisque en mangeant une nourriture saine, on amène à nos corps des éléments sains qui nous permettent de vivre et de ne pas toujours se focaliser parce qu'il y a des médicaments. Le premier médicament, c'est déjà la nourriture saine. Mais chaque aliment, chaque chose cultivée a un apport au niveau du corps. Donc ça, c'est important à comprendre. Et puis, à ce moment-là, à partir du moment où il y aura comment ça s'appelle, des groupes, les groupes vont se rassembler, et puis il y a différents corps de métier qui pourront se greffer. Par exemple, les soignants, il faut qu'ils fassent aussi des choses avec la nature. Il y a des plantes pour pouvoir se soigner. Si le système bascule, si on n'a plus les médicaments qui viennent, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Mais il faut être conscient de ça. Parce que, à mesure qu'on va, à mesure qu'on voit, il faut prendre conscience de ce que nous sommes capables de faire. Et puis garder les relations intergénérationnelles. Les anciens ne doivent pas disparaître sans que nous n'ayons le courage d'aller les voir, de s'asseoir près d'eux, de les écouter parler parce qu'ils ont des choses à nous transmettre. Et ça, c'est important. La relation intergénérationnelle, elle est plus importante que tous ces livres qui viennent d'ailleurs et que des fois ne sont pas toujours bons parce qu'ils sont déjà manipulés. La transmission. Je ne parle pas de l'éducation, je parle de la transmission. Et cette transmission, elle doit toujours être protégée, être proclamée. Voilà comment je vois les choses. Eh bien, Olivier, là maintenant, que devons-nous faire pour favoriser le consensus, la cohésion et élaborer un plan d'action? Alors,
moi, j'ai envie de parler d'une chose. On a en Martinique un tissu associatif qui est extrêmement dense, et ça a déjà été dit ou dit. Et dans ce tissu associatif, alors on a effectivement de tout, on a du culturel, on a du politique, on a tout. Mais on a ce que moi j'appelle des associations d'action. Alors, je vais citer un exemple, l'Assoparman, qui je pense a déjà à s'engager aujourd'hui, d'ailleurs, il me semble, et qui a déjà fait preuve de son engagement pour la sauvegarde du patrimoine naturel martiniquais, notamment, mais pas que. Mais moi, j'ai envie de dire aux Martiniquais aujourd'hui, alors oui, on a nos familles, oui, on a des engagements professionnels, mais à un moment, on ne peut pas se contenter de prendre 2 heures d'embouteillage le matin, 2 heures d'embouteillage le soir en rentrant, et puis ne pas se dire qu'à un moment, il faut qu'on se pose la question, à quel moment j'apporte ne serait-ce qu'une heure de mon temps par semaine ou à l'avenir de la Martinique qui, je rappelle, est l'avenir de nos enfants, de nos neveux, de nos nièces. Et ça, c'est important. C'est-à-dire comment on se donne les moyens de faire avancer les choses concrètement. Et des fois, c'est juste dans son quartier. Je prends l'exemple, dernièrement, je suis intervenu pour une association qui m'a demandé, oui, on veut embellir notre quartier, est-ce que tu peux nous accompagner sur l'embellissement de notre quartier en termes floral, ornemental, etc. Donc, il y a des petites actions à mener dans son environnement qui ne sont pas des choses qui vont faire le buzz, mais qui vont améliorer notre quotidien. Donc, que chacun s'intéresse à ce qui se passe autour de lui, qu'il aille au-delà de son petit bonheur personnel, j'ai envie de dire égoïste, et qu'on se pose vraiment la question de notre engagement. Parce que si on est là aujourd'hui, je rappelle, alors, je sais que certains sont toujours chagrinés lorsqu'on parle du passé, tant pis, c'est pas grave. Mais si on est là aujourd'hui, si on a la possibilité de vivre notre petite vie à peu près tranquille, c'est parce qu'il y en a qui se sont battus et qui se sont battus depuis très longtemps. Et donc, il faut que nous, alors pas de la même manière parce que le contexte n'est pas le même, mais qu'on s'investisse dans notre avenir en prenant des responsabilités, en mettant en place des actions, en intégrant les organisations qui existent déjà, pas forcément en créant de nouvelles choses, parce que du boulot, il y en a dans le culturel, il y en a dans le social. Je rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, la pauvreté est galopante en Martinique, et je parle sous le contrôle de professionnels du social martiniquais qui m'expliquent régulièrement que les choses vont de mal en pis et que une chose qu'on ne voyait pas il y a 10 ans, on le voit de plus en plus ici, c'est ce qu'on appelle les travailleurs pauvres. C'est-à-dire que ce sont des gens qui travaillent tous les jours, mais qui ont quand même des difficultés parce que les loyers sont extrêmement chers, le coût de la vie, pète les plafonds, ils sont aussi depuis longtemps, et qu'on va retrouver à devoir faire appel à un CCAS ou à autre, alors qu'on a des revenus. Voilà. Donc, c'est un peu pour moi, ce vers quoi il faut aller, c'est l'engagement de tout un chacun pour que les choses avancent. Voilà. Alors, ça nous amène à... Tu voulais dire quelque chose? Non. Ça nous amène à la dernière partie où il faudra qu'on voit des pistes d'action concrètes. Moi, je crois que de ce que vous dites, c'est ce que nous tous pensons, que la première tâche que nous avons, c'est de ressouder le tissu social. Pardon. Ressouder le tissu social, parce qu'on aura les meilleures volontés, on fera les meilleures choses. Si entre voisins, on ne s'entend pas, si nos fils et filles se bagarrent parce qu'ils sont addicts, etc., c'est de nous cacher une bonne. Donc, ressouder le tissu social, ça passe par quoi? Ça passe par la parole de ceux qui veulent aller devant, de ceux qui partagent une vision. Développer les idées de tolérance, de bienveillance, de respect mutuel, de complémentarité. Donc, tu as bien dit, à travers les associations, de nos syndicats, de nos partis politiques, nous devons avoir le courage de dire au moment la grave, la situation est vraiment difficile. Nous ne pourrons pas résister sans que le peuple fasse une cohésion. Donc, développer par nos argumentations, nous disons, maman, en nous régler les problèmes correctement, etc. Et porter des arguments sur nos capacités pour qu'on retrouve la confiance en nous-mêmes. Montrer ce qu'on a déjà fait dans le peuple, ce que les gens font, valoriser
tout ce qui est autour de nous. Parce qu'il y a des gens qui voient les marchés hebdomadaires là comme une simple opportunité de baisser les prix. Hein. Je vais aller marché là parce que c'est moins cher. Et puis parce que je vais trouver des bagages qui bon pour santé moins. Sans voir que c'est un acte de construction alternative. Donc il nous faut faire connaître les alternatives, valoriser l'expertise de ceux qui ont fait dans le passé, comme la Socopma que le pouvoir a coulé, comme toutes ces initiatives qu'ils essaient d'écraser. Donc il nous faut porter les méthodes pédagogiques pour régler les contradictions, porter des explications pour qu'on reprenne confiance en nous-mêmes, pour lutter contre l'autodénigrement, et puis faire connaître ce qui se fait pour organiser. Par exemple, la souffrance des aidants familiaux. Je rappelle les 15 000 personnes qui se sacrifient pour leurs parents, leurs frères handicapés, grabataires. Et puis pendant que d'autres continuent à dire, les Martiniquais sont pas solidaires, on est tout 15 000. Plus les 15 000 et qu'ils soignent, ça fait le 10e de la population. Donc, ces gens-là, ils sont en souffrance. Il existe des institutions qui les aident. Mais c'est tout petit parce que l'État ne fait pas de promotion pour qu'on connaisse les réponses. Eh bien, c'est à nous de dire, voilà, vous êtes aidants familiaux, venez dans tel syndicat, tel comité populaire, tel, pour qu'on vous aide à avoir le courage et pour qu'on partage les méthodes, nos connaissances. Ça veut dire qu'il nous faut valoriser les initiatives, les faire connaître, mais aider les gens qui sont dedans. Et, quatrièmement, de développer les synergies entre toutes ces activités pour qu'elles comprennent. Tout seul, on sera écrasé malgré notre bonne volonté. La puissance des multinationales, des centres commerciaux et des circuits économiques contrôlés par la casse béquée, ou pas qu'à affronter tout seul à 10 à. C'est quand le peuple va s'organiser, donc, qu'il sera en mesure de peser et d'avoir un poids. Donc, c'est ça qu'il nous faut faire, montrer que nous avons besoin de nous organiser. S'organiser, ça ne veut pas dire obligatoirement être dans un parti politique, dans une association, mais participer à une dynamique commune. En tant que citoyen, alors c'est mieux que si on s'engage, parce que les pauvres militants, ils n'ont souffert, s'ils sont pas assez nombreux pour faire le travail. Donc, si chacun porte sa contribution, c'est ça qu'on dit. Donc, il nous faut absolument nous engager. Marie-Christine a envie de dire quelque chose, je l'écoute. Oui, il faut qu'on prenne bien conscience que c'est nous qui avons besoin, le peuple est souverain. On l'a dit, bien dit. Et il faut que le pays a venir souverain. Donc, tu parles du peuple. Les gens n'imaginent pas, j'ai parlé de la masse financière, mais les gens n'imaginent pas que dans l'humanité, ce sont les peuples qui portent la plus grande partie des réponses. On parle des chiffres économiques, le PIB de ceci, la croissance de cela. Tout cela concerne parfois 20% de l'économie mondiale. Ça veut dire que dans tous les pays dits sous-développés, les gens ne pourraient pas vivre une semaine de plus s'il n'y avait pas une économie qu'ils appellent informelle, qui porte les réponses dans les marchés, les sous-sous des femmes africaines, les techniques de plantation domestique qui leur permettent de vivre, de manger, d'avoir un petit quelque chose à aller vendre. Même dans les pays industrialisés, le poids de l'économie informelle est essentiel. Je me rappelle par exemple qu'en Grèce, il y avait des crises, des retraites et tout ça, le peuple a voté massivement, c'était Syriza, fait pour un parti d'extrême gauche qui dit, nous venons augmenter les salaires. La commission de Bruxelles a dit, miette, si vous augmentez les salaires et les retraites, nous bloquons toutes les subventions auxquelles vous avez droit, parce que vous êtes pays membre de l'Union européenne, mais nous pas bloquer les autres pour ne pas payer fonctionner. À tel point qu'ils ont été obligés de faire marche arrière. Eh bien, pendant cette période-là, on a évalué
à 70% le poids de l'économie informelle en Grèce. C'était déjà très fort en Grèce, mais quand la Commission européenne a fait ce crime-là, tout le monde rentré dans l'informel, ils ont pu survivre. Donc, nous là, en Martinique, quand je parle d'économie informelle, je n'intègre pas les trafics mafieux, les gens qui vendent de la drogue, etc., la prostitution, c'est pas, non, on va pas parler de ça. Je parle de ces gens qui font des jobs, de ces gens qui font des nattes sans être, comment dirais-je, déclarés à la Chambre des métiers. Et l'une des erreurs des organisations professionnelles martiniquaises, c'est de mener la lutte pour dire c'est à cause de la concurrence déloyale des gens qui ne sont pas déclarés que je peux. C'est pas vrai. C'est à cause des impôts, c'est à cause des normes, c'est à cause de la politique des banques qui grève. Mais non, mais ce petit on va dire, c'est parce qu'un petit malheureux qu'a fait, un petit artisan, etc. Des fois, le prétexte, c'est que, ah oui, mais il n'y a pas de garantie de. Est-ce qu'il y a plus de vagabondage dans la petite entreprise que chez Volkswagen qui truque les résultats, que chez Mediator et dans les marchés pharmaceutiques qui vendent des produits qui donnent des. Non, c'est pas vrai. Donc, insistons bien sur le fait que les ennemis sont pas ceux qui sont dans le travail formel. Je connais personnellement un artisan, je ne dirai pas son nom pour ne pas lui attirer des ennuis, qui était déclaré, on l'a assassiné fiscalement et tout ça, il a fini avec ça, et puis il fait des jobs de maçon pour ses amis, ses copains, les gens qui le conseillent, et il fait du très bon travail. Alors, c'est notre ennemi. Il nous faut rentrer dans le marronnage. C'est ce qui est bon pour notre pays, pour le développement économique, et qui s'intègre dans une dynamique globale. Donc, c'est cet aspect-là, de s'appuyer sur les connaissances populaires, sur le génie populaire. Et si nous écoutons ça, alors qu'il dit vulgarité de l'icitoyen, c'est illégal, caille illégal, etc., avec le soutien d'une municipalité qui s'est opposée au pouvoir colonial. Donc c'est peuple martiniquais, ben là, nous, Olivier, dis-moi ce que tu as envie de dire là, tu veux nous casser peut-être. Alors, on l'a cassé parce que maintenant, la réponse, un exemple, mais c'est quelque part en provocation. Les pyramides d'Égypte, pas tenir bureau d'études, pas tenir architecte, et moi, écouté ça encore dernièrement, Internet, peut regarder en vidéo, ça fait mal. Chaque fois, m'attendre, alors, parce que chaque fois, il y a interroger architecte, bureau d'études, ingénieur béton, etc. Et chaque fois, c'est pour ça que c'est des Occidentaux, c'est même pas des Africains qui gagnent du tout, même phase. Tu vois, là, aujourd'hui, et puis, les outils que nous avons, informatique que nous avons, technique que nous avons, nous pas capables de faire ça, c'est pour faire. Alors, t'as dernièrement, tu as justement insisté sur la précision des mesures. Mais si on a fait un pyramide aujourd'hui, on ne peut pas y faire de manière aussi précise, parce que ben là, il précise au centimètre près, alors ça qui a beaucoup les comme ça, il précise dans les autres, mais position par rapport aux assets, etc. Donc, c'est pour bien montrer moment là que il y a un certain fantasme que le monde nous donne des solutions à toute bagaille, alors que dans bien domaines, y compris ta moyen de l'agriculture, ça nous pas mettre devant. Alors, vous avez des grands mots, l'agroécologie, permaculture, etc., développement durable, c'est des modes de production agricole qui ont existé depuis des centaines d'années. Seule différence, bien dit ça comme ça, différence là entre grand-papa, qui a parti depuis longtemps, et puis moi, le mon café jardin, c'est que mon café à peu près ça des cafés. La différence, c'est que comment on fait des études de scientifiques, mais ça optimiser la qualité en force. C'est-à-dire que mon ça servi dit ça mon ça pour mettre dans un qui est plus efficace, on va dire. Mais globalement, c'est le même qui fait. Donc, en nous retournant les samedis à café et puis en nous adapter ça nous a fait à besoin nous, à ça nous besoin pour payer. Exactement. Et je me pensé à
et Missia qui, bon, combien, oui, qui était mis le prix Nobel de l'économie en pakistanais, après avoir, il mis le prix Nobel là, il allait visiter des quartiers populaires, etc. Donc là, c'est même que pour l'économie. Parce que c'est vrai, c'est des milliards de monde qui vivent de ça. Donc, je crois qu'il y a une question qu'on va passer à Olivier qui nous la lise. Alors, nous allons rappeler que les mamans peuvent crier nous en les radios. Alors, je vais dire question. Alors, une réflexion plutôt. Alors, des méthodes nécessaires, une des méthodes nécessaires est la diffusion en masse des idées projets locaux pour le développement, le rassemblement des citoyens de chaque zone géographique de la Martinique. Oui, effectivement, alors, en radio, nous avons fait déjà, c'est-à-dire que, premièrement, pour les épaules, les mamans qui ont fait des bagailles, et puis informer au maximum, parce que c'est ça qui est dommage. Nous, ni les réseaux sociaux qui permettent de l'information rapidement, mais malheureusement, les réseaux sociaux là, ils ont servi surtout pour partager des bêtises, malheureusement, la plupart du temps, et là, il y a une bonne information, il n'y a pas forcément circuler. Combien de moments, par exemple, tu sais que la SOPAMON qui a fait l'Assemblée générale du COSPO matin? Moi, je vais reçu l'information parce que mon ni par mon contact en le monde qui est militant, donc information arrive dans les Facebook moins ou les TikTok moins, mais il y a le moment qui passe ça. Donc c'est important aussi ça pour talent que chaque fois nous avons une information que nous avons trouvé qui est important, qui pour talent la pays, que nous fait circuler. Même si nous n'avons pas l'intention d'aller à des événements, mais partager pour que d'autres moments ça. Donc, Radio Apalgique, on peut faire en manifestation, pour la SOPAMON qu'a fait, pour le pays qu'a fait, etc. Parce que c'est ça aussi qui est important avec nous, désencailler, déchuter bagaille là, pour que nous avancions, parce que nous avons des informations. Parce que les militaires m'ont envie de dire, nous fait un chemin, nous savons côté pour nous aller, au lieu de moment qui jusqu'à 10 jours, à dans une espèce de laisser aller et qui ne peut pas comprendre l'urgence d'agir, l'urgence de faire un bagage pour, de mettre des bagages en place ou de suivre des bagages pour faire l'avance. Alors, dès qu'à ce temps-là qu'on fait, et qu'à mener nous à parler à la question d'information. Ni lutte économique là, lutte financière là, c'est vous là qu'a fait pour croiser nous, mais grande puissance, c'est de tout faire ça qui peut faire, qui peut générer et qui peut battre peuple la confiance. La guerre de l'information, c'est fondamental, y compris aujourd'hui au niveau international. Et c'est pour ça que l'émission va nous faire aujourd'hui, qui c'est un début, être en contribution à l'information alternative et à la construction de la démocratie directe. Parce que là, au début, nous avons espéré que les pays monde qui viennent, puis s'intervenant, pour que nous, ni moyen de faire circuler l'information. Moi, je représente que, pour l'instant, nous, sur Internet, Radio Apalgique, pour l'Internet, nous avons sur différents réseaux sociaux, chaîne YouTube, TikTok, etc. Mais, nous, en attente de lancer, émission à sous bonne FM là, et donc, ça, important que nous comprenions que si nous parlions côté information alternative là, qu'a semblé, eh ben, nous pas diffuser. À un moment là, les Paul là, tout ça qui est, toute association, tout syndicat, informé et périphérique. Et nous avons bien dit que Radio Apal, comme c'est le cas depuis la création, c'est un espace éthique, toute Martinique qui a fait un bagage valable, toute association qualité, la porte go pour information centralisée. Alors donc, nous allons aller dans période de conclusion, mais nous l'avons dit que pour information, il faut que vous contactez nous. Et l'organisation, c'est l'information plus la structuration. Nous avons supporté une structure qui a créé l'administration alternative populaire, qui justement les favorisait synergie
échange là, collaboration, mutualisation de travail là, et que vous avez contacté. C'est pas un parti politique, au contraire, à dans structuration, il y a des mondes de toute origine, mais tout le monde est d'accord, les charte qui c'est, nous qu'à travailler dans le pays. Alors, c'est pas seul moyen que nous ni d'autres organisations, ni d'autres structures qui fait du travail de convergence, à des niveaux agricoles, etc. Mais, faut que pays face à CNIA, il y a un côté central. C'est pour ça que nous avons six côtés administration alternative populaire là. Alors, évidemment, vous autres savez que J.K. Boots, qui soutient les comités populaires et CNCP, c'est un espace de démocratie directe aussi. Nous avons invité tous ces membres-là qui écoutent l'émission, qui lisent d'informations, à contacter militants nous, à téléphoner nous, de façon à ce que nous consolider le travail là. Alors, nous les dit aussi que la question de la mutualisation peut être faite à travers le radio. Parce que c'est une association loi 1901, ni différents types d'émissions qui sont organisées sur la santé, par exemple, et puis le docteur Émile Gracien, sur la lutte contre les risques majeurs, c'est-à-dire, faut que nous, à travers ces différents départements-là, sur la cuisine, sur l'alimentation, à travers ces éléments-là, faut que nous structurer en alternative des contre-pouvoirs qui nous force par les gras contre ces mouvements. Donc, a fait tous ces membres-là appel à rejoindre la dynamique là pour nous aller. Donc, voilà, nous sommes passés à phase conclusion. Donc, chaque membre a la parole pour la finale. Alors, puis c'est nous qui avons descendu les diètes, nous qui avons fait conclusion. Après Olivier. Alors, ça m'a dit aussi, c'est que ce qu'il vient de faire, enfin, moi, capable de faire ça. Apprendre aux gens à se servir des produits du pays pour pouvoir vivre. C'est-à-dire qu'on ne va pas recevoir de farine qui a un problème. On ne va pas payer une farine fausse pour dire ça ne pas faire. On va aimer farine fausse. Il serait bien de pouvoir apprendre aux gens à vivre de ce que nous avons, faire des farines, apprendre à faire des farines, et puis donner aux gens la démarche à suivre pour pouvoir, je parle de la farine, mais ça peut être d'autres choses auxquelles on ne pense pas toujours, qu'on peut manger, on peut faire du jus avec des feuilles de poudre de citer, par exemple. Il y a des choses qu'il faudrait mettre à la disposition des gens, de façon à ce que les gens prennent conscience que nous avons des possibilités de faire des choses intéressantes. Alors, ton mot de conclusion sur l'émission avant de passer la parole à Olivier. Mon mot de conclusion, c'est une très bonne émission qui permet de mettre les gens au courant de ce qui se passe. Et puis, il faudra aussi faire en sorte que différents peut-être des thèmes qui vont pouvoir permettre de comprendre la situation globale, la situation du monde et dans quel système il faudra sortir pour pouvoir se prononcer. Voilà. Olivier. Alors, en petit mot conclusion pour dire, moi, qu'est-ce que tous ces moments-là qui coûtent nous trapper des informations, comprendre des bagailles, et puis pas hésiter, là, crier en la radio pour nous questions aux autres, parce que l'objectif là, c'est pas différentes discussions entre nous, animateurs radio. L'objectif là, c'est de porter l'information baroque, porter en lumière en les certains sujets qui concernent nous toutes là. Donc ça, c'est nous qu'à continuer l'émission, nous qu'à améliorer au fur et à mesure tout ça qui la technique, tout ça qui logistique pour baroque le meilleur son possible et puis le plus d'informations. Donc continuez à écouter nous, continuez à soutenir nous, parler à l'entour de tout ça, d'autres temps aujourd'hui, et puis continuer à écouter la radio et continuer à faire des moments à écouter la radio. Merci Olivier. Alors, pour terminer, non, tu peux conserver le micro. Donc, pour terminer, je veux dire que la semaine prochaine, le thème sera le suivant. À quoi les violences dans la société sont-elles dues?
Par quels moyens peut-on y mettre fin? Alors évidemment, ça couvre tous les arguments qu'on donne sur jeune vinivac à bon, père du repère. On attend à ce que les assistantes sociales, les gens de terrain puissent nous donner leur expertise à travers des questions, des commentaires. Donc, dimanche prochain, à quoi les violences de la société sont-elles dues et par quels moyens peut-on y mettre fin? Merci en tout cas pour tous ceux qui nous ont suivis et après notre indicatif, nous allons écouter les informations présentées par Thierry. So